On a de nouveau Alors, Yannick sur nos eh ben, écrans. Alors, je ne je, sais pas si c'est mieux, je te vois pas. mais moi j'ai vérifié, tout va bien. Pour tous ceux qui nous regardent, Bon, bah écoute. on apparaît ensemble sur l'écran, on nous entend. Bon, nickel. Donc, tu vas avoir la vidéo qui est tout à fait euh, correcte. Bon, bah écoute, je vais faire Bon, tu 100, vas ça va être... parler avec un carré noir, je suis désolée. Ben oui, c'est bizarre, je viens de mettre à jour l'application en disant que ça allait résoudre le problème, mais non, ça change rien. Donc, Non, ça écoute, change rien. des joies d'Instagram. Des joies de direct. Écoute, avant que tu viennes, j'expliquais donc pourquoi j'étais invitée. J'ai expliqué à tous ceux qui passent et qui regardent ce direct Mhm. que je suis coach pour des coachs qui se sont certifiés et qui maintenant tentent par les différents moyens de, de structurer leur activité. Oui, Et donc, ce qui est important pour moi, c'est l'alignement avec soi-même, de se poser la question pourquoi je le fais, mais ce vrai pourquoi, tu vois, le cinquième qui arrive oui, après tous les autres. Et puis, de aligner ça avec ses valeurs, avec ses compétences, avec ses points forts, et puis projeter ça dans l'avenir. Et ce qui est magique, c'est que quand j'ai rencontré Yannick, euh, il m'a montré qu'il y a une approche au temps euh, qui est presque similaire. On peut voir le temps à travers de sa propre personnalité et parfois on peut se gourer et faire un maximum d'erreurs tout en restant dans la procrastination, je vais y arriver, et dans la douleur. Et comme en plus tu es formateur et tu parles d'une manière juste magique de ça, j'ai envie que tu nous expliques ton approche au temps, ton approche à la gestion du temps. Tu nous diras pourquoi tu l'appelles autrement. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu nous dises comment tu t'es retrouvé coach formateur. C'est quoi ton ah bah écoute, parcours à toi? déjà merci Lolita pour l'invitation à ce live. Et puis ça me touche beaucoup, effectivement, comme tu le dis, il y a eu un alignement, c'était une belle surprise parce qu'en fait on voyait que nos activités étaient différentes, mais en fait on avait une conception des choses qui se rejoignait complètement. Et pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivé là? En fait, j'ai été ingénieur pendant 15 ans. Et j'étais tout le temps insatisfait, en fait. Il y avait une insatisfaction récurrente, voire certains jours de la frustration. J'aimais bien mon métier, mais il y avait un côté que c'était jamais assez. Comme c'était jamais assez, ben, j'essayais de progresser. J'ai découvert différentes méthodes de gestion du temps. Je le mets entre guillemets, j'expliquerai après effectivement pourquoi j'aime pas trop ce terme-là. Et puis, je me suis organisé, j'ai acheté différents livres, j'ai lu, et je m'organisais tellement dans mon quotidien euh, que j'ai même un collègue qui m'avait appelé la machine pour dire à quel point c'était. Et pourtant, la satisfaction était toujours pas là. Ouais. Je me retrouvais avec des to-do list qui étaient énormes, mes journées qui s'allongeaient. Je pouvais à une époque travailler 15 heures par jour. Et j'en étais fier en fait. J'en étais fier d'être. Il y avait un côté sportif en fait. Il y avait un côté d'enchaîner. Et toujours pas de satisfaction. Mais ce que tu dis, je vais juste Ouais, interrompre, c'est très significatif dans notre société de travailler énormément, de finir tard, c'est ça. d'être fatigué, d'être dans la douleur, d'être dans la souffrance presque, pour pouvoir démontrer aux autres que notre travail a de la valeur. C'est ça. Démontrer que notre travail a de la valeur et plus que ça, inconsciemment, même si je l'acceptais pas, démontrer ma valeur. C'était avoir de la reconnaissance, être considéré, et au-delà de ça, c'était être aimé en fait, me faire aimer. Ouais. Et
c'était une course vaine en fait, puisque c'était jamais assez, jamais assez. Ça. Et pour moi, c'était même plus fort que ça. J'étais jamais assez parfait. Ouais. Voilà, c'était un engrenage. Et puis, je saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu une espèce de vision. Je blague toujours en disant que c'était pas une vision au sens que j'ai eu une illumination ou quelque chose de ce style-là. Vision dans le sens que j'ai fait un rêve, mais je sais plus du tout si c'était endormi ou si je l'ai vu comme ça pendant la journée. Je me voyais sur une barrière, tu sais, des barrières à moutons, une petite barrière en bois dans une prairie, en train de marcher sur cette barrière en funambule, en équilibriste. D'accord. Et dans ce rêve, pour moi, c'était inéluctable que j'allais finir par tomber. Voilà, je pouvais essayer de tenir le plus longtemps, j'allais finir par tomber de cette barrière. Et soit je tombais d'un côté et les mots qui me sont venus exactement, c'était je vais finir vieux, con et aigri. Vieux, pas trop de doute, mais con et aigri, ou alors je sautais de l'autre côté et c'était le trou noir. Il y avait vraiment un noir absolu. Et j'ai décidé de sauter dans ce trou noir et de complètement changer ma vie à partir de ce point-là en fait. Et je pense que c'est vraiment cette douleur dont tu t'évoquais. J'aurais pas employé le mot douleur, mais à l'époque, hein, je suis d'accord avec le mot douleur maintenant, mais c'était cette insatisfaction récurrente, et ça a duré donc comme ça plus de 10 ans. Et à un moment donné, il y a eu un stop. Je peux pas ne pas m'épanouir. Voilà, c'était ça le point de départ. Ouais. Ça, c'était très fort. C'est c'est magnifique parce que tu me l'as pas raconté cette histoire mais je me retrouve beaucoup. Alors pas dans le perfectionnisme parce que je suis pas là-dedans, mais dans dans me dire je ne peux pas rester là, je ne peux pas grandir. On dit qu'on va tous vieillir, un peu ce que tu dis, hein, on va tous vieillir, mais on va pas tous grandir. C'est ça. Et la décision de grandir, elle doit venir de nous, elle doit être consciente et elle doit être, elle doit prendre une forme et une structure derrière. Ouais, mais c'est très compliqué de sauter dans le trou noir et on a tous besoin de le faire à un moment donné. Mais je dirais que ce qui est encore plus difficile, c'est de sortir de nos cages dorées, comme je les appelle. C'est-à-dire qu'on a une situation, on a un salaire, on a une position sociale, familiale, et c'est en apparence parfait. C'est que c'est souvent ce que tu dis là, c'est souvent on parle de la zone de confort. C'est quelque chose qui revient souvent dans des échanges, en développement personnel ou autre. Et j'ai échangé avec une personne il y a quelques temps avec mon coach, qui est toujours mon coach à l'heure actuelle, qui m'a dit mais la zone de confort ça n'existe pas en fait, c'est pas ça. Ça m'a marqué parce qu'en fait il a dit c'est zone connue et zone inconnue. Et dans les deux cas il y a de l'inconfort. La question c'est qu'est-ce que tu vas choisir comme inconfort? Est-ce que tu vas choisir l'inconfort de cette frustration, cette insatisfaction, il me manque quelque chose dans ma vie, il y a quelque chose, je comprends pas pourquoi, d'où ça vient, c'est jamais assez, je continue de travailler, je continue de faire des to-do list, je continue de m'organiser, mais c'est jamais assez. Ouais. Mais en même temps, il y a un certain confort puisque c'est une zone connue, donc je peux continuer comme ça toute ma vie. Je connais l'environnement, je connais, c'est comme si ma vie sur un plan, ben je connais la carte en fait. J'ai déjà fait 100 fois le tour. Et je peux aussi choisir la zone inconnue. Et il n'y a rien de confortable à aller vers l'inconnu. Ça nous fait peur, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais pourtant, ce qui devient confortable dans cette zone inconnue, c'est que notre épanouissement, il est dans cette zone-là. Ouais. Notre épanouissement, il est dans cette expérience, dans cet inconnu. Mais au moment où on sait qu'on ne le sait pas. Ah non, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est mystérieux. Je sais pas, et je sais pas pourquoi certaines personnes décident de changer ou non, parce que ce que je sais, ce que je constate pour moi et avec mes clients, c'est que la
motivation, elle vient de l'écart entre la douleur et ce qu'on veut atteindre, le manque qu'on veut combler. Et on le voit dans les publicités, c'est comme ça que ça fonctionne. L'être humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire les publicités, elles vont exacerber soit la douleur, elles vont parler d'une problématique, ou elles vont parler, c'est moins souvent le cas statistiquement, mais dans 10-15% des publicités, on va avoir le rêve, la belle voiture, le parfum, le sac, les voyages, quelque chose qui fait rêver. Et plus en marketing on exacerbe la différence entre la douleur de l'instant présent et le bonheur futur, plus l'être humain est motivé. Mais Alors, moi, voilà. j'ai constaté dans beaucoup de cas de mes coachés, ce qui pousse à l'action, c'est de s'approcher de limites de non acceptables. C'est-à-dire que chaque situation de douleur, moi j'appelle ça la situation de souffrance, parce qu'il y a des douleurs. Et là, c'est pareil, c'est mon coach. Moi, je vais le nommer si jamais tu veux citer le tien. Moi, c'est Ludovic Gecker qui parle de ça. C'est que la douleur, elle est inévitable parce que quand on va dans la zone même d'épanouissement, on va trouver de la douleur. Hein. Mais c'est notre interprétation de la douleur qui va nous amener la souffrance ou pas. Et quand on est dans cette zone de souffrance, malgré tout, on a nos bénéfices et on a notre zone de acceptable. Et aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à lâcher nos bénéfices, on va rester dans la zone d'acceptable. Je sais pas ton parcours, mais moi j'étais avant de me lancer pleinement dans l'aventure de coach entrepreneur, j'avais un CDI et je n'étais pas en souffrance. C'est juste que je m'emmerdais. Je n'évoluais plus et c'est quelque chose qui pour moi est difficilement acceptable. Et donc je l'ai accepté parce que ce job m'a permis de gérer ma famille, je voyais des bénéfices et puis à un moment donné ces bénéfices n'étaient plus suffisants et je n'acceptais pas ce côté mais t'es pas venu sur ce monde pour faire ça quoi. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, c'est très juste et c'est ça qui me fascine moi, c'est que c'est pas le niveau de douleur qui va faire qu'une personne ne change ou pas. J'ai posé la question à différents thérapeutes, à ma thérapeute aussi, parce que c'est important pour moi d'être accompagné, donc j'ai toujours été accompagné. Il y a l'adage que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. J'y crois pas. De mon expérience, ensemble on va plus vite et plus loin. C'est pour ça que je me fais accompagner. Donc je me fais accompagner depuis 7 ans par une thérapeute et toutes les semaines. Et j'ai aussi un coach toutes les semaines qui est Carl Roussel. Alors j'en ai eu différents, c'est pas le même, mais un coach en marketing qui est Carl Roussel. Ouais. Et c'est amusant parce que c'est un Canadien et on s'est connus nous par un réseau canadien. Donc ouais, exactement. C'est ça. C'est l'année 2022-2023, c'est l'année du Canada. Alors, on salue le réseautage en direct qu'on va peut-être taguer. Parce qu'on s'est connus au sein de ce réseau. Et puis, c'est au sein de ce réseau qu'on s'est rencontrés à Toulouse il y a 3 jours. Tout à fait, ce qui était un salon d'entrepreneurs absolument magique à Toulouse. Tout à fait. C'était vraiment top. Et pour revenir à cette histoire de douleur, il faut de la douleur pour inciter un changement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne bouge ou pas? C'est mystérieux. Et ça démarre par un élan, ce que tu décris, ce que j'ai décrit aussi, un stop. Stop, ça suffit. Je suis pas là sur cette terre pour vivre ça. Je peux aspirer à mieux. Je peux vivre mieux, plus fort. Et moi, paradoxalement, de façon amusée, c'est mes propres névroses, de perfectionniste qui ont fait que, à un côté, j'ai quelque chose à corriger, donc je vais bouger. Et maintenant, je sors de ça, depuis 1 an ou 2, je sors progressivement de ça pour être plus dans la joie, le partage, l'épanouissement. Et je sors de ce côté comme quoi j'aurais un problème qu'il faudrait corriger. C'est plus le sujet, c'était un mensonge que j'entretenais. Mais bref, cette histoire de souffrance, j'aime beaucoup une phrase que j'ai retenue qui me marque, c'est que souffrir, c'est dire non à la douleur. J'adore
cette phrase. C'est court, c'est punchy, c'est souffrir, c'est dire non à la douleur, dans le sens que tant que on n'accepte pas de regarder ces douleurs, de faire un constat, eh bien c'est là où on souffre en fait. C'est là où il n'y a rien qui change. Ouais. Et quand je dis regarder, c'est même pas encore avoir une conscience claire, parce qu'après il y a un travail de conscience, de voir de l'origine, de voir d'où ça vient. Et de mon expérience, moi ça fait depuis quelques années. C'est long d'aller décroter, décortiquer toutes les choses qui se sont passées dans notre enfance. Mais en tout cas, il y a un moment donné, il y a un stop. Il y a quelque chose qui me fait souffrir, peu importe l'intensité, et je vais le regarder. Et c'est à partir de là où j'arrête de dire non à ma douleur. Je dis ben oui, j'ai une insatisfaction, je vais la regarder. Alors que quelques années auparavant, la mère de mon fils me disait, quand elle me voyait en famille ou par exemple aux fêtes de Noël, elle me disait mais c'est dingue Yannick, toi et tes frères et sœurs, vous êtes jamais satisfaits quoi. Ouais. Et moi à l'époque, puisque j'arrivais pas, j'étais dans la souffrance, c'est-à-dire que je disais non à la douleur. Bah, quand elle me disait ça, je dis bon oui alors c'est normal, je vois pas où est le problème, voilà une espèce de déni. Donc il m'a fallu un certain temps. Et bah, le point de déclencheur pour moi, c'est quand je me suis retrouvé sur cette barrière à mouton, et puis je lui dis non, vieux con aigri, c'est pas possible, je vais choisir l'autre côté et je sais pas où ça va m'amener. Allez, je saute. Voilà, je saute. Et donc ça t'a amené vers une activité coach formateur aujourd'hui? Tout à fait. Ouais, coach professionnel, je fais du coaching. Alors c'est pour ça que j'ai pas l'habitude d'Instagram, je dis pratiquement jamais. Oui. Il y a quelques années, j'avais créé un compte Insta que j'utilise jamais, que personne. Alors, si vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Profitez parce que Yannick n'est pas souvent sur Instagram, ouais. Et pour tous ceux qui veulent savoir plus, allez sur LinkedIn. C'est ça. Parce que c'est LinkedIn et YouTube. Plateforme, ouais, LinkedIn et YouTube, c'est mes deux plateformes. Je publie des vidéos assez régulièrement, et à peu près 2-3 fois par semaine, bon, en moyenne. Mais c'est sur LinkedIn parce que je m'adresse aux professionnels. Et comment ça m'est venu, pour continuer à répondre à ta question? Eh bien, déjà il y a ce que je vous ai partagé. Et puis je donnais des expertises techniques, c'est-à-dire que je suis sur la région toulousaine. Je suis arrivé sur Toulouse il y a 18 ans maintenant pour faire un doctorat dans le labo de recherche de ADS. Maintenant c'est Airbus. Et je me suis donc après, pendant 15 ans, j'étais ingénieur et je donnais des expertises notamment. Je faisais de la recherche et du développement, mais aussi des expertises sur le terrain pour des clients. Et puis, quand je rencontrais des ingénieurs, je leur faisais l'expertise. Et puis, quand je détectais tel ou tel problème, je l'annonçais, évidemment. Et j'étais payé pour ça. Et l'ingénieur que j'avais en face de moi, au départ, l'échange était très cordial parce que on était en ingénieur et c'était passionnant, le sujet technique, ok. Mais quand j'annonçais le problème et que l'ingénieur constatait qu'effectivement, oui, c'était ça le problème, et que je lui annonçais qu'il y en avait pour 5 mois de retard dans leur projet parce que par exemple, il fallait refaire une carte électronique, et c'est très long, là, la personne me disait mais c'est pas possible, on livre dans 15 jours. Et moi je suis là, je dis mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est tout. Et la personne, c'est arrivé plusieurs fois que des personnes se fâchent, se mettre en colère en disant non mais vous vous débrouillez comme vous voulez, Monsieur Poiret, vous vous débrouillez, je veux que ça fonctionne. Je dis mais c'est pas possible, j'ai pas de baguette magique. Et ce qui m'a marqué profondément, c'est qu'un jour, dans une entreprise, un ingénieur avec une carrure de rugbyman, je discute avec lui et lui, il s'est pas fâché, il a accusé le coup et ensuite à la machine à café, il a fondu en larmes. Alors quand vous avez un homme de rugbyman comme ça qui fond en larmes, moi je savais pas quoi faire. Je lui ai juste dit appelez votre chef, c'est moi qui vais lui annoncer. Je peux pas faire grand chose de plus quoi. Et en rentrant, là j'ai fait un bilan de compétences, j'ai démarré un bilan de compétences en me disant OK, il y a un lien. Je suis pas satisfait pour des tas de raisons, il y a des tas de frustrations au quotidien, mais là je tiens un truc parce que comment je peux l'aider lui? Et je me suis rendu compte que je voulais aider les gens directement, alors que dans mon travail depuis des années, j'aidais les entreprises. C'est pas la même chose. Donc j'avais des merci. Drôle parce que tu te présentes quand même comme coach en entreprise. Ouais. Tu vois, tu as ce côté et tu nous raconteras peut-être un peu plus où quand tu rentres dans une équipe, c'est l'humain qui t'intéresse. C'est pas l'objectif, c'est pas le manager. C'est ça. J'ai inversé, si je peux dire, j'ai retourné la médaille. C'est parce que des êtres humains prennent soin d'eux,
c'est parce que des êtres humains sont efficaces et apaisés que ça peut créer pour eux et pour leur environnement des effets d'un bénéfice considérable. J'ai vu des changements, des transformations magiques. Et pour moi, il y a vraiment, c'est pas l'œuf ou la poule. Pour moi, c'est vraiment, je dis dans mes formations et mes coachings, c'est important de sortir de la culpabilité qui est présente dans beaucoup de familles et d'être positivement égoïste. Avec la métaphore propre à l'aéronautique avec Toulouse, qui est en cas de dépressurisation de la cabine, c'est-à-dire la fatigue, l'anxiété, le stress, voire peut-être une dérive vers un potentiel burn-out, et bien en cas de dépressurisation de la cabine, veillez à placer le masque à oxygène sur votre visage avant d'aider votre voisin à placer le sien. Et c'est ça la priorité numéro 1, puisque maintenant j'accompagne les gens sur la gestion des priorités. Alors j'aime bien dire, ma petite punchline, c'est retrouver du temps pour votre important. Parce qu'en fait, on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement à essayer de gagner de la reconnaissance, de la considération en faisant plein de choses dans nos journées, et c'est jamais assez. On a beau courir toute la journée, on n'arrive jamais à ce que les personnes puissent être pleinement satisfaites. Eh bien, cet engrenage-là, c'est important de sortir de cet engrenage-là et puis de se reconnecter au fait qu'il n'y a rien à mériter en fait. Et j'insiste, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais si vous êtes né, si je suis né, si toi aussi t'es né, Yulita, c'est en partie parce que bébé, enfant, fœtus, on l'a décidé. Alors, je ne demande pas de me croire et tout, moi c'est ma croyance parce que de mon vécu. Et ce qui est très profond, c'est que à partir du moment où un enfant naît, c'est qu'il est d'accord pour naître, qu'il a choisi de naître. Il arrive sur Terre parce qu'il dit c'est ok, je choisis de vivre. Et il suffit de voir, il y a eu malheureusement les nazis ou les Russes ou Françoise Dolto, psychanalyste qui intervenait pendant la guerre auprès des bébés dans des orphelinats ou des hôpitaux ou des maternités, parce que pendant que les hommes étaient à la guerre, les femmes étaient dans les usines, donc elles s'occupaient plus des enfants. Elles n'avaient pas assez de temps avec les enfants. Donc les enfants, les bébés étaient dans une espèce de pouponnière, et il y avait un taux de mortalité énorme. J'ai pas les chiffres, ça doit se trouver sur Internet, mais il était énorme. Et Françoise Dolto a demandé aux infirmières, elle leur a dit, ne faites pas seulement ne vous occupez pas seulement des enfants en changeant leurs couches et en les nourrissant, vous allez aussi leur parler comme si c'était des adultes, gentiment, de façon intentionnée. Et en plus, vous allez mettre dans les berceaux une écharpe de leur maman, parce qu'elle a demandé aux mamans de porter une écharpe la journée au travail pour que l'écharpe s'imprègne de l'odeur. Et les bébés avaient dans leur berceau, dans leur petit pouponnière, l'écharpe de la maman. Et les infirmières leur disaient, vous voyez, tu vois, ta mère, elle peut pas être avec toi, mais elle pense très fort à toi. Voilà son odeur, voilà son écharpe. Et il faisait ça toute la journée. Et le taux de mortalité s'est écroulé, a chuté de façon magistrale. Voilà. Parce que les bébés, ce qu'ils vivaient, ils se laissaient mourir en fait, parce qu'ils se sentaient pas accueillis, aimés, considérés. Ils sentaient qu'il y avait peut-être un problème puisque la mère n'était pas là et qu'il n'y avait pas d'accueil pour eux. Donc ils finissaient par se laisser mourir. Donc à partir du moment où vous êtes vivant, je suis vivant, tu es vivant Yulita, félicitations, il n'y a plus rien à prouver en fait, dans le fond. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à prouver pour mériter, pour être digne d'être aimé. Il n'y a rien à faire pour ça. Voilà. Et alors là je fais un petit peu de la psychologie, mais c'est très présent dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je dis aux personnes, mais soyez positivement égoïste, prenez soin de vous, vous le devez en fait. Vous le devez. Et grâce à ça, vous aurez un impact considérable sur les autres par votre exemplarité, dans le bon sens du terme, votre inspiration, enfin l'inspiration que vous allez provoquer chez les autres. Et ça, c'est magique. Voilà. Alors, je peux en parler longtemps, je me ressens, je fais un petit temps de pause pour me recentrer. Et c'est ce qui m'a amené à cet aspect de gestion du temps et des priorités. Parce que, si tu veux, c'était au carrefour de mon passé d'ingénieur, très mental, très dans l'esprit, très dans l'analyse. Et la claque que je me suis prise, c'est que je me suis rendu compte que cette ultra-analyse, ce mental ultra présent, c'était en fait une protection. Et de quoi je me protégeais? Et
je pense que c'est le cas pour tous les êtres humains, on a un mode de protection qui est, on se protège de ce à quoi on tient le plus. Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre. En fait, si on vit les choses les plus fantastiques, nos rêves nos plus fous, on va prendre le risque de le perdre. Si je vis, et moi, pour mon cas, c'était la douceur. Si je prenais le risque de vivre de la douceur et que je passais par des moments d'intense douceur, eh bien, la vie étant impermanente, à un moment donné, ça allait diminuer, voire j'allais le perdre. Et inconsciemment, pour moi, c'était comme si j'allais mourir. Donc, la meilleure façon de me préserver de ça, c'était que mon mental bloque tout, contrôle tout, pas de ressenti, pas d'émotion. De cette façon-là, je ne vivrai pas le manque. Que je croyais, puisque inconsciemment, je me retrouvais avec une vie plate et insatisfaction. Insatisfaction, c'est de là que ça venait à la base. Voilà, c'était ne pas m'autoriser à vivre de l'intensité, à vivre de la douceur, celle qui me manquait autant. Ouais. De ce fait-là, voilà, pardon, vas-y. Je voulais juste te dire que c'est tellement parlant et je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver sans forcément verbaliser de cette jolie manière dont tu fais, mais ce blocage qu'on a à descendre vers ces vraies valeurs, ces vraies envies. Alors toi, tu l'expliques de telle façon. Je trouve qu'il y a énormément de choses à prendre là-dessus. Ça peut être aussi la peur de vulnérabilité. Voilà, j'arriverai jamais à dire ce mot. Mais en tout cas, on se sent vulnérable. C'est ça. Et c'est pas bien. Dans notre société, montrer ses fragilités, c'est quelque chose qui, surtout pour les hommes, mais de plus en plus pour les femmes. Donc, on n'a pas envie et on va pas donc aller le chercher parce que ça veut dire qu'il faut le mettre en lumière, il faut le montrer aux autres et il faut montrer quelque part son trésor et donc risquer que quelqu'un le prenne, qu'il s'empare, qu'il le salisse peut-être. Il y a toutes ces choses-là. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est ça un peu le nerf de guerre, si je peux parler de la guerre, dans l'accompagnement que je fais. C'est que les gens qui se lancent dans le coaching, c'est les passionnés. Et puis quand il faut se découvrir, de se montrer vraiment soi, on a mais non, mais je peux pas parce qu'il faut que je paraisse compétent, que je paraisse expert, que j'ai des solutions pour tout. Et donc on se met ces barrières et on s'éloigne finalement de ce qui nous anime le plus. Donc de qui on est. Et de qui on est. Ouais, c'est ça, c'est la vulnérabilité qui est confondue avec de la faiblesse. Et alors bien sûr, peut-être que ceux qui nous regardent, qui vont regarder après le replay, que c'est des mots qu'ils ont déjà entendus, je présume. Mais il y a la théorie et la pratique, c'est-à-dire comment le vivre au quotidien, comment monter sa confiance en soi pour vivre au quotidien, d'oser présenter sa vulnérabilité. Je dis pas afficher parce que c'est pas une question de s'en servir mais d'oser montrer sa vulnérabilité. Et c'est très juste que tu dises de la doser parce que on a peur. Il y a une fine frontière où on passe entre assumer sa fragilité et tomber dans la victimisation. Tout à fait. Ouais, très très juste. C'est exactement ça. Je suis en train de voir si je peux compléter ou c'est vraiment une question. C'est pas du pathos. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de raconter des choses intimes, personnelles. Voilà, il y a une certaine nuance, il y a un certain degré. Là, tout à l'heure, au début, j'ai raconté des choses évidemment très personnelles. Tout ce que je dis est personnel, mais je vais pas aller parler de choses profondément intimes qui regardent que ma vie privée. Bien sûr. J'ai une limite. Mais c'est là, ça rejoint. Tes douleurs, mais d'une position, je les assume, j'avance, je saute dans le trou noir malgré tout et je suis là et
et je partage avec les autres et je prends et je puise une certaine force de cette. C'est ça. Et en fait, la nuance, c'est que être vulnérable, ça consiste à exprimer ses émotions, ses ressentis, et exprimer ses besoins. C'est ça. C'est pas faire du pathos, c'est pas raconter des choses pour essayer qu'il y ait une connexion avec l'autre. L'intention n'est pas de créer une connexion. Ce qui est magique, c'est que en lâchant cette intention-là, il y en a une encore plus. Mais quand on exprime ses besoins, ses ressentis, c'est magique. Et là, d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que vendredi, j'ai donné une journée de formation en entreprise sur comment, pour des managers, sur comment donner des feedbacks aux collaborateurs. Évidemment, là, le titre, comment donner des feedbacks aux collaborateurs, on est bien dans un cadre professionnel. Mais il s'agit de la même chose. Il s'agit pour le manager d'exprimer sa vulnérabilité. Et j'ai reçu des retours ce matin très touchants par mail de personnes qui m'ont dit, mais depuis que je fais ça, là, depuis 2-3 jours, c'est dingue. Et même dans ma vie privée, il y a une dame qui m'exprimait, elle dit, mais j'ai changé ma façon de m'exprimer auprès de mon fils et c'est magique je vis depuis 3 jours, c'est magique. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de colère, ça l'a calmé, enfin, tout le monde est apaisé, enfin, c'est, waouh. Donc, c'est un entraînement, hein, c'est comme du sport, c'est de la pratique. Mais le fait de commencer, d'avoir l'intention et de dire, OK, je vais prendre une respiration, me poser et voir comment je peux dire à l'autre comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Rien que ça, la connexion, tac, direct. Parce que l'autre, il sent, même si c'est maladroit, même si on ne sait pas faire, qu'on manque de pratique, l'autre, à partir du moment où il sent cette intention qui est au service de la relation, même s'il y a des maladresses, c'est pas grave, ça passe. Ça passe. Voilà. À partir du moment où l'autre sent que c'est pas il n'y a pas une intention de contrôle, qu'il n'y a pas une intention d'arriver à un résultat in fine en disant des choses, parce qu'il y a des tas de méthodes de communication, mais la personne, ça marche pas parce que la personne, elle sent que comme une emprise, on attend quelque chose d'elle et on lui parle de telle façon qu'elle fasse ce qu'on voudrait. Ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, quand on parle en jeu et qu'on exprime ses ressentis, ses besoins, là, le lien, il est fou. Ça multiplie par 10 les chances que la personne veuille contribuer et ait un élan de nous aider ou de participer à quelque chose avec nous. Alors, voilà. C'est passionnant ce que tu dis, mais moi j'ai envie de te ramener sur le terrain exactement ce que j'allais dire. De temps. Ouais, je l'ai en tête. Mais la transition, tu vois, elle est là. Moi, je la vois très nettement parce que il s'agit, on va rester en tout cas dans le domaine d'authenticité et d'acceptation de soi. C'est ça. Et il y a que Yannick qui peut comprendre quelle est la transition. Vas-y, explique-nous. Voilà, j'ai plusieurs façons de faire la transition. Et parce que je vais parler des diablotins du temps. Ouais. Je vais en parler juste après. Là, je fais un petit teasing. Je vais faire le lien avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand nous étions dans le ventre de notre mère, pour l'essentiel, on va dire, il y avait un amour inconditionnel. On est dans la matrice, on est enveloppé. Il y a une part de conditionnel puisqu'il y a des interactions avec l'extérieur, il y a différentes choses qui se passent. Mais il y a une protection, il y a beaucoup d'inconditionnel. Et puis, il y a la naissance et on arrive sur Terre. Et là, grande claque, 90% devient du conditionnel. Donc, bébé, gamin, on comprend pas. En plus, les premières années de notre vie, notre cerveau n'étant pas formé, étant en cours de développement, qu'est-ce qui se passe? C'est nos cellules. On intègre ça dans les ressentis dans notre corps. Et on n'en a plus conscience. Et puis en grandissant, il va y avoir une période charnière, c'est on va dire 3, 4, 5 ans jusqu'à 7, 8 ans. On va dire pendant ces 4, 5 années-là, il y a quelque chose de dingue qui arrive. C'est que déjà, on engramme, on est programmé à croire que nous serions responsables des émotions des autres. Ouais. Alors ça, c'est un truc de dingue. Pourquoi est-ce qu'on croit ça? Parce que, bien, par exemple, on rentre de l'école, on a une mauvaise note ou on a eu une punition, et puis l'un de nos parents va dire « Oh, quand ton père il va rentrer, il va être en colère, hein, quand tu vas avoir ta note. » Ok. Ou alors, le papa qui va dire « Ah, tu vas rendre triste, maman, avec un comportement pareil. » Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, enfants, il n'y a qu'une seule compréhension possible, et c'est universel sur la planète, c'est « Ok, quand je fais ça, je crée de la colère chez papa.
Quand je fais ça, je crée de la tristesse chez maman. Et visiblement, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est de ma faute. Je suis coupable. Et la culpabilité, c'est pas un sentiment. La culpabilité, c'est un jugement moral. J'ai fait mal. Et je me tape dessus. Je bats ma coupe. Ça, c'est un point de départ qui est énorme dans notre conditionnement et dans notre façon de travailler ensuite, de gérer notre temps, entre guillemets. Je reviendrai sur le entre guillemets. J'ai dit 2 fois. C'est que dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on croit que pour être aimé, pour mériter, il faudrait qu'on passe son temps à s'adapter, à adapter notre comportement. On croit que, en fonction de notre comportement, on serait responsable de ce qui se passe pour les autres, émotionnellement. Alors attention, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, mais nous ne sommes pas responsables précisément de l'émotion que ça va déclencher chez l'autre. En formation, je fais un truc sans les prévenir évidemment, mais ça m'arrive régulièrement, à un moment donné, de discuter posément, calmement, je baisse le rythme, et puis tout d'un coup, je fais « Hey !» et puis je saute sur place. Donc là, ils sursautent, et tout de suite, je leur dis « Toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti ?» Globalement, ils vont tous me dire de la surprise. Je dis « Ok, mais est-ce que c'est de la surprise amusée ? Ça avait l'air parce que tu as souri. » Ah oui, moi ça m'a fait marrer. Je dis « Oh bah oui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Yannick, n'importe quoi. » Et puis il y en a d'autres, ils disent « Toi, c'était amusé ? » Ah non, moi ça m'a fait peur. Je dis « Vous voyez, c'est fou quand même, parce que c'était le même geste pour tout le monde dans la pièce. Mais toi, on est parti sur le registre de la peur, et toi, on est parti sur le registre de la joie. Si vraiment j'étais responsable de vos émotions, j'aurais dû provoquer la même émotion chez tout le monde. C'est pas le cas. » Voilà, comme ça remet pragmatiquement les choses en place. Et donc, quand on est enfant, on développe cette culpabilité et cette croyance qu'on serait responsable des émotions des autres. Ce qui fait qu'ensuite, il y a quelque chose lié au temps, et j'y viens, c'est que l'enfant, avant 7-8 ans, il n'a pas la notion de sériation. Et dans le livre de François Delivray, que tu as lu d'ailleurs, ou que tu as en cours de lecture, qui s'appelle Question de temps, il parle de ça. C'est-à-dire la capacité de sériation. Un enfant ne voit pas qu'en mettant des actions dans un certain ordre, il peut arriver à un résultat. Ça s'appelle faire un projet. Un projet, c'est tout résultat qui nécessite plus de 2 actions. Et là, eh bien l'enfant, tout doucement, il commence à conscientiser que s'il fait A avant B, il y a un résultat. S'il fait B avant A, il y a un résultat différent. Si vous prenez un projet comme aller au restaurant, par quoi vous allez commencer? Choisir les invités? Ok, pourquoi pas? Il n'y a pas de bonne ou de meilleure solution. Choisir les invités. D'accord. Et si vous avez choisi le restaurant en premier avant les invités, ça aurait eu un impact. Par exemple, le type de nourriture. Si vous allez dans un restaurant où on mange de la viande, les amis véganes, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites l'inverse, ah, il y a des amis véganes, on va donc pas aller dans ce restaurant-là. Vous voyez, l'ordre va impliquer un résultat différent. Et les enfants, quand ils développent ça, eh bien, ils développent en même temps 5 drivers, ce qu'on appelle les drivers en analyse transactionnelle, qui sont en français les messages contraignants de l'enfance. C'est un petit peu long, alors on dit drivers. Les drivers dans le sens que ça guide notre conduite. Et ces 5 drivers, c'est, peu importe l'ordre, hein, je lui dis comme ça me vient, bah pour être aimé de mes parents, des figures d'autorité, de mes grands-parents, de mes parents, des instituteurs, il faudrait que je sois parfait. Si je suis un petit garçon, petite fille parfaite, je vais être aimé. Donc il faut que je fasse tout bien. Il y a des bonnes et mauvaises choses à faire, je choisis de faire bien. Autre message contraignant de l'enfance, faire vite. Tiens, visiblement, si je fais vite les choses, si je me dépêche, eh bien, je vais être aimé, je vais être reconnu, je vais être vu. Ou alors, si je fais plaisir aux gens, c'est-à-dire si je fais passer mes besoins après ceux des autres, si je suis sympa, à ce moment-là, je vais être aimé. 4e, si je suis fort, voilà, que je montre pas mes émotions, que je suis quelqu'un de costaud, un warrior, un guerrier, là, visiblement, je suis aimé, c'est très apprécié. Et le 5e, c'est faire un effort. Là, il y a une nuance, on est dans le faire et pas dans l'être. Faire un effort, c'est le travail avant le plaisir. Je travaille, je fais des efforts avec des choses comme le travail paix, ce genre de choses. Et il y a un côté de souffrance, un côté aussi assez fortement boosté par notre pays, notre culture catholique. Il faudrait souffrir pour mériter le bonheur. Ça, c'est très ancré. Donc au travail, eh bien, on va travailler pour mériter une récompense ou un plaisir. Et ces 5 drivers, mais en fait,
il y en a 2 en général présents en chacun de nous, qui guident toute notre vie en fait. C'est fou. Moi par exemple, mes 2 drivers principaux, c'est sois parfait, et fais un effort. Donc ça s'est traduit comme quoi je n'étais jamais assez parfait. Et tu as travaillé Voilà, c'est fou. Toujours plus. Ah ben j'ai toujours travaillé plus. Alors par contre, je suis pas allé jusqu'au burn-out parce que j'ai pas une personnalité à burn-out. Ce qui mène à un burn-out, c'est le fait que dans les drivers, la personne fait plaisir. Parce que dans fait plaisir, il y a le côté je vais jusqu'au sacrifice. Puisque les besoins des autres passent avant les miens. C'est par exemple la petite fille qui a 5-6 ans, il y a des invités à la maison et elle ramène le plateau avec les apéros, avec les verres. Et là, les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est bien éduquée, oh là là, c'est trop gentil. » La petite fille, elle est fière. Alors qu'en fait, ses besoins, c'était peut-être d'aller jouer avec les cousins, cousines ou je sais pas, les copains, les copines. Mais non, elle a fait passer. Mais elle a aussi le besoin de se faire apprécier par les autres par ce biais-là. C'est ça. Et même plus loin que ça, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, in fine, c'est me faire aimer. À chaque fois, c'est ça. Les stratégies vont varier. Mais en fait, au bout du bout, c'est toujours, je veux être vu, reconnu, considéré et aimé. Alors qu'en fait, il n'y a rien à faire pour être aimé à la base. Mais ça, c'est un travail thérapeutique, c'est autre chose. Donc, comment moi je le mets dans le quotidien, c'est que ça impacte la gestion de projet des gens dans leur contexte professionnel, ça impacte leur gestion du temps. Et là où je dis tout le temps que le temps, je fais pas de la gestion du temps. J'emploie le terme gestion du temps parce que dans les moteurs de recherche, les personnes vont taper ça. C'est ce qui est employé dans les catalogues. Mais en fait, on peut pas gérer le temps. J'ai 24 heures dans ma journée, toi aussi, tout le monde a 24 heures, c'est une convention. Je vais dormir, moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Bon, il me reste que 2/3 sur ces 24 heures. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon temps éveillé? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, je peux gérer 3 choses. C'est pas le temps que je gère. Je peux gérer mes actions. Ça paraît un peu naturel. Mais c'est pas si évident que ça, parce que gérer ses actions, ça veut dire faire un choix. Et ça, c'est angoissant. Il y a au minimum de l'anxiété. Si je choisis de faire A, eh bien, que je veuille ou non, je vais pas pouvoir choisir B. Dans ma journée, je vais pas pouvoir tout faire. Ah, quel choix je vais faire? Donc ça s'appelle le choix des priorités. La deuxième chose que je peux gérer, c'est les relations, en tout cas en partie. Comment je vais m'exprimer aux autres, et ça rejoint la vulnérabilité. Ma capacité à exprimer aux autres ma vulnérabilité va créer un lien avec les autres qui est fantastique, profitable aussi bien dans la vie privée que la vie professionnelle. Et ça se développe. Mais c'est aussi savoir dire non. Quand j'ai un côté très fort d'être tout le temps sympa avec les autres, de faire plaisir, j'ai une culpabilité à dire non. En fait, derrière tout non, il y a un oui à soi-même. Mais il va me falloir réapprendre à dire stop, non, je ne suis pas d'accord, et d'arriver ensuite à exprimer ce dont on a besoin. C'est dur pour quelqu'un qui a un driver fait plaisir. Oui. Et puis la troisième chose qu'on peut gérer, c'est soi-même. C'est-à-dire la connaissance de soi. Et ça part de là, c'est le noyau dur, c'est que on peut pas vraiment mettre des actions en place si on se connaît pas suffisamment. Et c'est là où François Delivray, il a décliné les 5 drivers en petits diablotins. Dans une dizaine de diablotins, il pourrait en avoir 11, 12, 9, peu importe, mais une dizaine de diablotins, qui sont les déclinaisons des 5 drivers sur les 4 phases d'un projet. Les 4 phases d'un projet, il y en a 2 dans le faire qu'on connaît très bien, et 2 dans l'être que malheureusement on oublie de mettre le focus là-dessus. La première phase, c'est le rêve, l'ouverture, la magie. Et si, ça démarre par la question, et si, 3 petits points, et si tout était possible, et si je pouvais réaliser ça? Alors là, le mental va dire, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas le sujet. C'est le moment des brainstorming, tout est possible, et on fera les choix après. Donc là, on est dans l'être, l'enfant qui rêve. Et c'est important que l'enfant rêveur revienne en place dans nos vies d'adultes qui sont souvent trop normées, trop rigides. La deuxième phase, c'est je fais un choix. Je mets du réalisme, de la lucidité. Il va bien falloir que je choisisse des choses. Et donc mes priorités, mes objectifs. La troisième étape, c'est je déroule les projets, j'enchaîne, je déroule, j'agis, je passe à mes actions, je suis des plans d'action. Et donc les 2 du milieu, on les connaît très bien. La quatrième, c'est la célébration, c'est le bilan. Alors on peut se dire oui, le bilan, dans le sens je tire des leçons de ce que j'ai fait, j'en tire des conclusions, mais c'est plus que ça, c'est les célébrations. Là-dedans, il y a aussi la notion de gratitude.
Chaque journée est un projet en soi. Quand je termine mes journées, pourquoi j'ai de la gratitude? En quoi j'ai de la gratitude pour ma journée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis fier de moi? Peut-être que ma journée était complètement chaotique, mais je peux me focaliser sur un point fantastique que j'ai réalisé, qui m'a apporté dans ma journée, et me dire waouh, ça je l'ai fait. Je m'étais fixé ça comme priorité, la priorité du jour, et je l'ai fait, je l'ai faite. J'en suis fier. Et c'est ça ces moments de célébration. C'est aussi pouvoir s'offrir des cadeaux, parce que pareil, enfant, on attend que les récompenses viennent de l'extérieur. Tout comme on attendait des bons ou des mauvais points, et qu'en fonction de notre note, on avait un cadeau de la part de papa-maman, eh bien, dans notre vie professionnelle, on attend un regard, un compliment de notre chef, de la direction, une augmentation. Et on n'est jamais satisfait, c'est jamais assez. On est content de l'augmentation, on est content une semaine, 15 jours, et ça redevient une normalité. Donc ça marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est de soi à soi, nourrir sa reconnaissance de soi à soi, et dire je suis fier de moi, ça mérite un petit apéro aux terrasses, au soleil. Je vais sortir, ça m'arrive assez souvent, moi, d'aller dans Toulouse, d'y aller seul. Et puis, un petit verre de vin blanc, je pousse pas l'alcool, hein, attention. Un petit cocktail sans alcool, mettons. Et puis, tranquillement, prendre un bain de soleil et lire un livre tranquillement. Mais je fais pas, je le fais avec conscience. Je le relie au fait que c'est parce que j'ai réussi telle ou telle chose et que je célèbre que c'est une fête. Voilà. Et ça, l'enfant sait le faire naturellement. L'adulte trop normé, il a oublié comment le faire et il a perdu cette habitude. Yannick, c'est passionnant ce que tu dis. Moi, je sais que tu as plein de choses que tu peux nous proposer. Je sais pas si c'est OK pour toi. J'ai vu que tu as un lien avec un test que chacun peut faire pour déterminer quel est son diablotin prédominant. Tout à fait. Est-ce que tu as un lien qu'on pourrait mettre ou qu'on peut peut-être trouver quelque part? Alors je l'ai pas mis. C'est vrai qu'au salon lundi, j'avais ramené ça avec un petit QR code. Je l'ai. Alors peut-être que je pourrais mettre une photo avec un QR code. On va voir ensemble comment on peut faire ça après. On peut voir. En tout cas, est-ce que sur ton profil quelque part, il est accessible? Non, il est pas accessible. J'ai fait ça très récemment justement pour le salon. Je voulais gratter quelque chose pour vous, les amis, parce que c'est un test que Yannick nous proposait. Alors c'est pas moi qui le propose, c'est François Delivray. Oui. C'est-à-dire que François Delivray, à la fin de son livre, il y a un test pour déterminer ses diablotins du temps. C'est-à-dire ceux qui vont nous empêcher de mener nos projets à terme, parce qu'ils vont mettre à mal notre ténacité, notre lucidité ou ténacité, lucidité ou sérénité. Ouais. Et c'est très aidant. Maintenant, ça demande une petite analyse, donc c'est pas un test qui va vous donner les résultats comme ça directement. Par contre, après, on peut échanger. Vous pouvez échanger avec moi pour faire cette analyse-là. Mais ce test, il est en annexe du livre Question de temps de François Delivray. Ouais. Le petit bonus que vous avez avec moi, c'est que dans le test de François Delivray, il y a 3 erreurs qui se sont glissées. Et quand je les ai vues, j'ai téléphoné à François en disant « Mais tu voulais dire l'inverse en fait dans ta question ». Et je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé, il m'a dit « Non, je me suis trompé ». Je dis « Bah oui, cette question-là, en fait, c'est l'inverse ». Il m'a dit « Ah oui, bon bah tant pis, bon bah prochaine édition, je corrigerai ». Et en fait, on a revu ensemble ces 3 questions qui posaient problème et je les ai corrigées dans le test. Voilà. Ok. Donc voilà, mais c'est juste pour donner l'idée que un test existe, que effectivement c'est une idée de partir de soi, et tu as magnifiquement bien expliqué que ça vient de l'enfance, des parts de nous qui se sont créées au fur et à mesure et de nos besoins qui sont tellement éloignés d'apparence de gestion de nos tâches, de nos objectifs, que faire le lien, moi je trouve c'est juste magique de comprendre l'importance de connaissance soi-même et ensuite améliorer. Moi par exemple, j'ai compris beaucoup de choses pour ceux qui sont soit au courant ou ce qu'ils vont le faire. Je suis parfaite cigale, donc celle qui va rêver, il n'y a pas d'impossible. Par contre, pour se structurer tous les jours,
ça peut être plus laborieux et j'étais dans la oui. culpabilité en disant mais tes to-do list c'est juste n'importe quoi, tu en as abandonné une tonne Et ton c'est agenda, juste et ton agenda, d'ailleurs, et mes le petit agendas il y en cadeau direct d'hier avait. qu'on a loupé, parce qu'il y avait un souci d'agenda. Hier je me suis C'est alors énorme. là c'était oui mais ça peut être un exemple voilà de Oui. ma quantité mais en même temps pour aujourd'hui, parce que je suis dans la célébration, je vais avoir une facilité déconcertante de proposer des lives, de vous organiser, Exactement. d'inviter des gens. Et puis tant pis s'il y a des petits couacs au départ, parce C'est que ça. Sigal, voilà, C'est ne ça. Et maîtrise pas des c'est petites fondamental. Ce que tu dis, c'est fondamental. J'ai pas regardé trop le timing, là. Il n'y a pas de timer sur Instagram. tâches. Je vois Non, pas. il Donc, n'y en je a pas. présume que Il ça va être faudra qu'on on s'approche de arrête, la fin. effectivement. Mais Bah je oui, pense oui. que ça mérite un deuxième, peut-être sur ta C'est plateforme. c'est fantastique parce que c'est important de voir que on peut se dire que ces diablotins, c'est le mal et il faudrait les empêcher d'être présents. Mais en fait, ces diablotins, ils sont juste en train de signaler, comme les émotions, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, c'est une information qui vous arrive. Les diablotins vous envoient une information quand ils sont trop présents qu'il y a un déséquilibre entre l'enfant qui est dans le j'ai envie, j'ai besoin, c'est génial, c'est fantastique, la joie, l'élan, la motivation. Il y a un déséquilibre entre cette part-là et une autre part qui est il faut, tu dois, cadre-toi, c'est comme ça, organise-toi, voilà. Qui, quand il y a une des deux parts qui est en excès, eh ben ça pourrit nos projets. C'est ça. Si on est dans le rêve et qu'on n'agit pas, ça va pas. Et si on est dans l'action compulsive, qu'on s'arrête jamais, ben on célèbre pas. À quoi ça sert d'être productif si c'est pas pour que ça soit au service de notre équilibre? Parce que moi, je pourrais rester dans ma zone. Tu peux pas y arriver parce que tu sais pas suivre une to-do list. Exactement. Et je serais pas là, on ne serait pas en train de discuter et mon projet n'aurait pas pris la vie et je n'accompagnerais pas les gens juste parce que je serais restée dans cette, tu sais pas, enchaînée, en tout cas suffisamment bien organisée, Tout à fait. des tas de listes. Et c'est la conscience. Et au moment la conscience. où on se dit, ok, ça c'est pas mon point fort, il faudrait que je mette un peu plus de conscience et peut-être un peu plus de warning, parce que moi, vraiment, mon agenda, quand tu n'existes pas dans mon calendrier, tu n'existes pas dans ma vie. Il y a mes filles, va chercher les filles à l'école, tu vois. Mais à côté de ça, voilà, je sais que j'ai ce potentiel d'impulsion et d'adaptation, j'en profite. De flexibilité, c'est ça. De joie. Donc il y en a beaucoup. Il faut qu'on s'arrête là, Yannick. Exactement. Mais je pense que ça mériterait une suite. On en discutera en off. En tout cas, celui-là, il va être à réécouter sur le profil Insta. Et je sais pas comment tu peux le gérer sur cette plateforme. Je sais pas. Je vais essayer de le télécharger pour récupérer un fichier MP4 et le mettre sur LinkedIn. Je vais te l'envoyer. Après, peut-être il faudra le découper un petit peu. En tout cas, profitez-en, c'était magnifique. Merci beaucoup. Grand merci à toi. Et vraiment, c'est très, très précieux. Grand merci à toi, très agréable. Et puis j'adore les liens avec, voilà, parce que toi, tu t'occupes de l'aspect confiance en soi, de rééquilibrer, de se réaligner. Et c'est là où on match complètement. Nos façons de faire sont différentes, mais notre apport pour nos clients se rejoignent complètement là-dessus. Absolument. Donc, et ça, c'est magique. Magique. Merci beaucoup. Très, très belle journée et à très bientôt. À bientôt.